Nous voilà de retour sur le plateau des Electric Days. Nous sommes en direct depuis 8h30 ce matin et jusqu'à 19h ce soir. Donc restez avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous poser vos questions en utilisant le hashtag Electric Days. Switching to English, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, simplement pour vous rappeler que vous pouvez bien sûr poser vos questions, dire bonjour, avoir des commentaires en utilisant le hashtag Electric Days sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux. J'aimerais maintenant accueillir une des grandes autorités en matière d'énergie, de l'Agence internationale de l'énergie, qui a travaillé avec les gouvernements, un grand nombre d'entreprises, l'industrie, l'Agence internationale de l'énergie, qui va vraiment nous expliquer comment on peut accélérer une transition vers une énergie sûre et durable pour tous. Nous allons entendre le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol. Fatih Birol va nous rejoindre dans quelques secondes, mais avant cela, nous allons également entendre Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, qui me rejoint tout de suite et qui va participer à la discussion avec Fatih Birol. Fatih, êtes-vous là? Je crois que Fatih Birol doit nous rejoindre depuis le siège de l'agence. Eh bien, j'étais en train de dire que les Electric Days sont vraiment l'énergie, l'événement qui va tout changer. Nous allons maintenant retrouver Fatih Birol tout de suite. Bonjour Fatih, merci de nous rejoindre, d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci également à Jean-Bernard Lévy. Oui, il est avec moi aujourd'hui. Je voulais rappeler à tous, avant de vous saluer l'un et l'autre, que les Electric Days sont l'événement qui veut tout changer en matière d'énergie, mais compte tenu de la crise que nous sommes en train de traverser, est-ce qu'on peut dire que la COVID-19 a tout changé? Et cependant, nous avons dans le World Energy Outlook 2020, on parle déjà de la crise. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais rappeler à notre audience qu'est-ce que c'est que ce rapport, ce WEO, le World Energy Outlook. C'est le rapport principal de l'Agence internationale de l'énergie qui donne une vue globale de la manière dont l'énergie pourrait se développer dans les décennies à venir. À vous la parole, Fatih. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question sur le lien entre la COVID et l'énergie. L'un de mes privilèges en tant que responsable de l'Agence internationale de l'énergie concerne le fait que nous avons ici toutes les données à portée de main, que ce soit pour les renouvelables, l'électricité, le pétrole. Donc, je peux vous dire que actuellement, le choc lié à la COVID est énorme. C'est un choc énorme pour la scène de l'énergie. C'est un choc que le secteur de l'énergie n'avait jamais connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Dans le domaine de l'énergie, nous n'avions absolument jamais vu de crise semblable à celle que vit le monde de l'énergie actuellement depuis la COVID-19. Pourquoi est-ce un tel choc? Eh bien, l'utilisation de l'énergie mondiale. Cette année, nous avons eu une chute de 5%. Qu'est-ce que cela veut dire si on veut essayer de comprendre la situation? Nous avons vu l'utilisation mondiale d'énergie baisser également après les crises financières de 2008-2009. Mais la chute cette année est 7 fois plus importante que celle qu'on a eue après les crises financières de 2008-2009. Que ce soit pour le pétrole, le gaz, le charbon, toutes les sources d'énergie sont concernées par cet effondrement de la consommation. Il y a également les investissements, très forte baisse des investissements dans le domaine de l'énergie, moins 20%, que ce soit pour l'électricité, le gaz, le pétrole. Et pourquoi cette situation? Les entreprises, pour survivre,
sont bien sûr obligées soit de réduire leurs investissements, ou alors elles sont contraintes de licencier. Elles n'ont pas vraiment le choix entre ces deux solutions. C'est la raison pour laquelle on a énormément de plans sociaux, de licenciements pour un grand nombre d'énergéticiens dans le monde entier. Deux derniers points, si vous me le permettez, sur la question des répercussions de la COVID-19 sur la situation de l'énergie. Les émissions mondiales de CO2, il y a quelques instants, M. Macron a parlé de l'importance du changement climatique. Nous voulons tous assister à une baisse de la quantité d'émissions. Cette année, les émissions mondiales ont effectivement baissé très fortement, plus fortement que jamais. Mais à mon avis, ce n'est pas une évolution qui devrait nous contenter, car cette fois, la chute des émissions n'est pas liée à l'apparition d'une nouvelle technologie ou à une invention, une politique favorable. C'est uniquement lié à l'effondrement des économies et à l'apparition de la pandémie. La raison de la chute des émissions n'est pas la bonne. Si on ne prend pas des mesures correctives, eh bien, avec la reprise économique, les émissions vont retrouver leur niveau d'avant. Donc, en fait, c'est un peu à l'heure que cette baisse des émissions. Dernier point concernant l'Afrique, et je dois absolument en parler. Comme un grand nombre de mes collègues le savent, à l'Agence internationale de l'énergie, chaque année, nous regardons le nombre de personnes dans la population mondiale qui n'ont pas accès à l'électricité. En Afrique, notamment, c'est vraiment un problème très important dans le monde et surtout en Afrique. Et depuis 7 ans, nous étions en train d'assister chaque année à une amélioration de la situation puisque l'électricité touchait de plus en plus de personnes. Mais malheureusement, en 2020, nous avons vu qu'il y a au contraire une augmentation du nombre d'habitants en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, on a eu 7 ans d'évolution positive avec cet arrêt brutal et l'augmentation du nombre de personnes n'ayant pas accès à l'électricité. Donc, pour résumer, la COVID est un choc énorme pour l'industrie de l'énergie, le secteur de toutes les énergies d'ailleurs. Tôt ou tard, bien sûr, il y aura une reprise économique mondiale. Nous allons pouvoir contrôler le coronavirus, mais cette crise va laisser des séquelles qui vont se faire sentir pendant des décennies au niveau de l'industrie de l'énergie. Merci beaucoup, Fatih, de ces remarques. Jean-Bernard, quelques réactions? Eh bien, j'aimerais saluer Dr Birol. Je suis vraiment ravi, Fatih, que vous soyez avec nous pour les Electric Days. C'est vraiment un honneur d'avoir avec nous une personnalité aussi éminente dans le monde de l'énergie. Merci vraiment de nous faire part de votre sentiment. J'ai vu que vous êtes assez... vous avez une position assez un peu pessimiste. On pourrait effectivement en faire beaucoup plus actuellement pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Et peut-être que c'est le principal message que je vais retenir de l'intervention du Dr Birol. Nous ressentons tous dans notre monde un peu plus limité qui se limite à l'électricité au sein d'EDF. On pourrait en faire beaucoup plus. On pourrait profiter, entre guillemets, de la crise pour accélérer les efforts des grands pays du monde pour avoir plus d'électrification et moins de réchauffement climatique international. Nous avons 15 minutes ensemble. Monsieur Birol, Monsieur
Lévy. Une autre question qui concerne le climat. Pour régler le problème du climat, l'Union européenne a indiqué vouloir passer à une politique de bas carbone. Dans ce contexte, dans le contexte de crise économique et sociale, quel est le rôle que devrait jouer l'électricité pour faciliter la décarbonation de l'économie? Vous avez mentionné au départ le rapport de World Energy Outlook, qui est vraiment la Bible de l'énergie. Il y a 5 ans, lorsque nous avons publié ce rapport, quand je regarde les chiffres concernant l'électricité, j'ai dit la chose suivante: il semblerait que l'électricité soit notre avenir. Et nous sommes en train de constater une très forte accélération de l'électricité dans le monde. C'est lié bien sûr au numérique. Regardez l'événement d'aujourd'hui par rapport à ce qu'il était il y a quelques années. Nous comprenons aujourd'hui l'importance de l'électricité. L'électricité est même essentielle à nos vies quotidiennes. De plus en plus, nous allons voir un usage croissant de l'électricité dans la société. Cependant, il y aura quand même un besoin pour d'autres technologies. Par exemple, les voyages internationaux, les camions, l'industrie lourde. Et ici, nous avons besoin d'autres technologies comme l'hydrogène, la séquestration et le stockage du carbone. Ces technologies seront importantes et ce sera vraiment excellent de voir qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se tournent vers l'hydrogène. Un autre point, vous avez mentionné tout à l'heure le fait que l'Europe veut s'orienter vers un objectif de zéro émission. En fait, c'est un objectif certes très ambitieux. Il y a énormément de pays qui suivent l'exemple de l'Europe, le Japon, le Canada, la Corée. Tout le monde parle de la manière dont on peut vraiment bâtir un type d'architecture de climat. On a vu en 2015 l'accord de Paris avec les diplomates français. Maintenant, on est en train de parler de la COP26. On va avoir une nouvelle architecture, mais je crois vraiment que c'est très bien d'avoir des objectifs, d'avoir une architecture, mais vraiment, le monde a besoin d'ingénieurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour parvenir à ces buts et à ces chiffres, il faut savoir quelles sont les politiques énergétiques qui vont être mises en œuvre. Quel est le rendement énergétique, l'efficacité énergétique, quelles sont les lois, les incitations qui vont inciter le gouvernement. L'architecture, c'est très bien, les objectifs, c'est très bien, mais il faut une politique énergétique crédible et il faut, bien sûr, ne pas menacer la sécurité énergétique et la croissance économique. Merci beaucoup, Monsieur Birol. Monsieur Lévy, j'ai un peu tendance à vouloir vous poser une question. En tant que leader dans le domaine de l'électricité, quel devrait être le rôle de l'électricité dans la décarbonation de l'économie? Je crois qu'on sait bien maintenant. D'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie nous le dit, chaque année, l'électricité va vraiment être l'acteur principal de notre avenir pour nous aider à respecter cet objectif de 1,5 degré de l'accord de Paris. Aujourd'hui, l'électricité représente 20% de toutes les sources. Je crois qu'on passera à 40-50% pour permettre le respect de ces objectifs. Quelles sont
sont les principaux usages de l'électricité? On sait maintenant qu'une électricité bas carbone peut nous permettre d'atteindre ces objectifs, d'offrir les services à la population. On peut passer par le nucléaire, l'hydro, l'éolien, le solaire et autres technologies. On peut avoir accès à une électricité bas carbone pour le chauffage, pour la mobilité, pour l'éclairage, pour tous les usages potentiels de l'électricité et pour atteindre ce dont M. Birol a parlé, les besoins de la société numérique. Nous savons que tous ces serveurs, tous ces appareils consomment énormément. Donc nous savons que l'électricité va jouer ce rôle, cette électricité bas carbone. Effectivement, il y a des technologies qui ne sont pas matures encore. Par exemple, le stockage du carbone, des batteries, l'hydrogène. Il y a des usages qui ne seront pas tout de suite alimentés par une électricité bas carbone. Le transport aérien, par exemple, ou l'industrie lourde. Ces secteurs vont encore avoir besoin de carburants fossiles. Pourquoi ne pas accélérer ce qu'il est facile de faire actuellement? Pourquoi ne pas avoir une politique de mix énergétique qui nous permette d'atteindre l'objectif? Pourquoi atteindre des technologies pour le transport aérien ou pour l'industrie lourde? Bien sûr, il faudra encore 20 à 30 ans dans ce secteur. Et ce que nous voyons aujourd'hui, moi je dirais que vraiment nous allons timidement dans la bonne direction, mais c'est vraiment trop lent et trop timide. Nous allons parler d'hydrogène et de stockage. Peut-être pour revenir sur cet aspect, qu'en est-il du secteur du bâtiment? Décarboner le secteur du bâtiment, c'est essentiel si on veut respecter l'accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est ce que dit d'ailleurs l'AIE. Monsieur Birol, quel est le rôle de l'électricité dans ce secteur particulier du bâtiment et de la construction? C'est un défi énorme, mais en même temps, c'est une occasion incroyable à saisir. Actuellement, nous sommes en train d'électrifier la quasi-totalité du secteur dans le domaine du bâtiment. Monsieur Lévy en a parlé. Les équipements numériques, l'éclairage, de plus en plus le chauffage, par exemple. En France, l'électricité est bon marché, comme vous le savez, mais il y a d'autres pays dans le monde, comme la Chine, qui essaient vraiment de passer d'un chauffage à charbon à un chauffage basé sur l'électricité, ce qui est une révolution formidable. Je vois que l'avenir du bâtiment est un avenir qui sera entièrement fondé sur l'électricité. Il y a un élément important, il faut que les coûts restent modérés, le coût de l'électricité, et en même temps, il faut veiller à ce qu'on ait de l'électricité 24 heures sur 24. Bien sûr, pendant le confinement, vous avez vu à quel point l'électricité est importante. Nous l'avons vu à Paris. Moi, tous mes collègues à l'AIE et leurs familles remercient aujourd'hui EDF dans la mesure où vous nous avez permis d'avoir accès à une électricité très sûre. Nous avons pu travailler et bien sûr soigner les gens dans les hôpitaux avec les respirateurs. Est-ce que la décarbonation va assez vite? Est-ce qu'on a atteint les objectifs du GIEC? Non, pas du tout. Effectivement, ce sont des mouvements timides. Nous n'allons pas assez vite dans certains domaines, dans le domaine du solaire et du vent, on voit, et de l'éolien, on voit des accélérations. Monsieur Macron a mentionné l'accord de Paris en 2015. Eh bien, l'année suivante, en 2016, la part des investissements dans l'énergie propre, dans le total des investissements était de 34 %.
L'an dernier, en une année normale, 2019, il était encore à 34%. Pas d'évolution, pas de progression de ce pourcentage. Il faudrait vraiment avoir des mouvements plus francs. Il faut regarder ce qui se passe en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Tout cela a un impact pour nous tous, car une tonne d'émissions dans l'atmosphère, qu'elles viennent de Jakarta ou de Tokyo ou de Lille, l'effet est le même pour tout le monde. Les émissions n'ont pas de passeport, pas de nationalité. Il faut qu'on ait une vision mondiale. Et je pense que l'accélération n'est pas suffisante. Merci, Birol. Monsieur Lévy, j'aurais une autre question. Est-ce que, en tant que responsable du secteur de l'énergie, est-ce que vous voyez d'autres parties prenantes qui prennent des engagements? Oui. Il y a énormément d'entreprises qui ont désormais compris, que ce soit pour elles ou pour les parties prenantes, l'intérêt qu'il y a à avoir une politique au niveau de l'entreprise qui limite les émissions. Il faut que les entreprises s'intègrent dans la construction de cette planète zéro carbone en 2050. La Chine a dit 2060, mais enfin, espérons 2050. Je crois que ce mouvement est favorisé par deux grandes évolutions. Premièrement, l'opinion publique change vite. Deuxièmement, il y a la nécessité d'innover. Et comme nous le voyons dans bien des pays du monde, les parties prenantes doivent écouter, entendre le fait que nous sommes vraiment impactés par l'opinion publique concernant le carburant fossile, les combustibles fossiles. On nous pose la question, pourquoi est-ce que vous continuez du combustible fossile? Vous le financez, vous créez des avantages fiscaux pour les combustibles fossiles ou l'exportation dans les infrastructures. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un mouvement très important à ce sujet. Et d'ailleurs, à EDF, c'est l'inverse, car nous limitons vraiment nos investissements dans le combustible fossile. Deuxièmement, il y a l'innovation au sein de n'importe quel groupe. Il est indispensable d'innover pour se différencier, pour attirer les meilleurs talents, pour vraiment valoriser, donner le meilleur, la meilleure valeur pour nos clients, et l'innovation est formidable. Chaque jour, nous voyons des technologies très impressionnantes, que ce soit au niveau physique et au niveau virtuel. On voit les algorithmes, les mathématiques, tout ce qui est fait pour améliorer la compétitivité de systèmes très complexes que nous construisons, que ce soit par l'innovation ou l'opinion publique. Toutes les entreprises doivent vraiment réfléchir à leurs responsabilités sociales dans bien des domaines, mais aussi leur empreinte carbone. Il me reste quelques minutes, quelques questions, et ensuite nous passerons la parole à l'audience. Pour que la transition énergétique réussisse, nous devons tabler sur les technologies et notamment le nucléaire. Pourquoi? Quel type de technologie s'agit-il? Je pense que d'abord, c'est une très bonne question. Le défi auquel nous sommes confrontés, c'est un défi colossal. En très peu de temps, nous devons décarboniser notre système énergétique. Et cela doit arriver d'ici 1 ou 2 décennies. Donc, le temps nous est compté. Ainsi, il est très important que nous utilisions les technologies énergétiques propres qui sont disponibles, et cela ne suffira pas. Et deuxièmement, donc, il faut innover, comme M. Lévy l'a dit,
et trouver de nouvelles technologies énergétiques propres. Donc, qu'est-ce qui existe déjà aujourd'hui en termes de sources énergétiques propres? Nous avons l'énergie solaire, l'éolien, le nucléaire et l'efficacité énergie, entre autres. Et le nucléaire, aujourd'hui, est la deuxième plus grande source d'électricité propre partout dans le monde. Dans les économies avancées, en Amérique du Nord, au Japon, un quart d'électricité vient du nucléaire et cela fournit de l'électricité propre sans interruption. Cela veut dire que quand l'énergie solaire et l'énergie éolienne est dépendante de la nature, quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil par exemple, alors le nucléaire intervient pour soutenir l'approvisionnement. Et si le secteur nucléaire continue d'innover grâce à de nouvelles technologies nucléaires, eh bien, cela jouera un rôle très important à l'avenir. L'électricité représente l'avenir et nous avons donc besoin de toutes les sources d'électricité, les renouvelables, l'hydroélectricité et le nucléaire. Donc, quelques questions des spectateurs. Vous êtes donc l'autorité mondiale dans le secteur énergétique. Êtes-vous confiant concernant la capacité à fournir de l'énergie propre à tout le monde? Je suis optimiste pour trois raisons. D'abord, parce qu'au niveau mondial, nous observons que de nombreux gouvernements prennent ce sujet au sérieux. On élabore des objectifs l'un après l'autre, que ce soit la Chine, le Royaume-Uni, la Corée, le Japon, peut-être même les États-Unis. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, de nombreuses technologies d'énergie propre et leur coût baisse et donc le coût de l'hydrogène va bientôt baisser également. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et troisièmement, il y a un très grand soutien des citoyens et des jeunes pour l'énergie propre. Les jeunes veulent quelque chose et d'habitude, quand ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent. Et donc ça peut être un véritable vecteur d'énergie propre. Donc, quelques questions venant des spectateurs. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors, on demande à vous, Dr Birol, quelles sont les solutions pour encourager les pays en développement vers d'adopter des énergies propres. Alors, cela dépend de la région. J'ai parlé tout à l'heure de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique possède 40% du potentiel en solaire. Mais l'Afrique utilise seulement moins d'1% pour l'électricité sur le continent. Alors, je ne sais pas s'il y a des spectateurs venant du Royaume-Uni. La quantité de l'énergie solaire au Royaume-Uni est 3 fois plus importante que toute l'Afrique subsaharienne. C'est un chiffre tout à fait absurde. Regardez la taille du Royaume-Uni et regardez la taille de l'Afrique subsaharienne. Et regardez le soleil qu'ils ont au Royaume-Uni et le soleil qu'ils ont en Afrique. Et pourtant, au Royaume-Uni, ils ont 3 fois plus d'énergie solaire qu'en Afrique subsaharienne. Donc pour l'Afrique, le solaire va être une source majeure, y compris l'hydroélectricité et d'autres sources. En Asie, le nucléaire, l'hydroélectricité sont déjà présentes, de même en Amérique latine. Donc voilà ces pays qui encouragent ce processus de développement et ils sont chanceux puisque ces solutions sont moins coûteuses aujourd'hui qu'il y a 15-20 ans. Merci beaucoup, Fatih Birol. Merci, Jean-Bernard Lévy. Nous n'avons plus trop de temps, malheureusement.